Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bienvenue dans Tariq al-Mujtahid, série de cours pour apprendre l'arabe en vidéo pour les francophones. Séance 1. Introduction. Lecture première partie. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Amin, je suis enseignant. J'enseigne dans le domaine technique. Et voilà 6 ans que j'étudie l'arabe avec divers professeurs, des professeurs égyptiens, des professeurs africains, et l'arabe est devenu pour moi une véritable passion. Aujourd'hui, je lis en arabe, je regarde la télé en arabe, et au départ, je n'étais pas arabophone. Donc mon objectif à travers cette série de cours, j'espère vous faire partager ma passion et vous montrer qu'il est possible de progresser dans cette magnifique langue avec un minimum d'investissement et un minimum de motivation. Pourquoi apprendre l'arabe? On va faire le tour ici rapidement de toutes les motivations qui peuvent un peu vous pousser ici, qui vous ont poussé par exemple à ouvrir cette vidéo. La première motivation, celle que je ressens autour de moi dans mon entourage, c'est au niveau de la religion. Tout le monde le sait, l'arabe c'est la langue des musulmans, la langue de la religion chez les musulmans. Bien. C'est une obligation pour le musulman d'apprendre la langue arabe. Pourquoi? Par exemple, aujourd'hui, on va voir des jeunes qui viennent assister aux prêches de la prière du Jumu'ah, qui ne comprennent pas la langue arabe et qui vont donc pas comprendre cette prière, ils vont pas y trouver d'intérêt. On prend l'exemple également de la prière du Tarawih. On va passer une demi-heure, 3/4 d'heure à prier, si on ne comprend pas l'arabe. Il arrive vite qu'on pense à autre chose, on va penser à ses études, à son travail, à tout ce qu'il y a autour. Alors que si on comprend l'arabe, on est plongé dans la prière. Donc on le voit, c'est une obligation pour le musulman. Donc, si on vit par exemple 50-60 ans, ça fait quand même beaucoup de temps pour apprendre cette langue. On peut jouer peut-être un peu moins au foot, regarder un petit peu moins la télé, essayer de passer un petit peu plus de temps à comprendre les textes en arabe. Et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. C'est souvent une question de motivation et d'endurance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que celui qui étudie l'islam en français n'obtient qu'en vérité que des miettes. Celui qui étudie l'islam en arabe va avoir accès à toute une science, va avoir accès à tous les livres, depuis la révélation, avant tout le Coran, la compréhension du Coran, à tous les livres des grands imams, à tous les cours que vous pouvez entendre en MP3 sur internet, à tous les cours en vidéo. Deuxième motivation possible, la littérature arabe. La littérature arabe est extrêmement importante dans le monde arabe, et on ne le sait pas vraiment en France, mais elle est extrêmement riche. On va prendre par exemple le cas des tribus avant l'islam, avant la révélation. Les tribus arabes, qui se combattaient entre elles, se réunissaient quelques jours sacrés, se réunissaient entre elles pour des joutes de poésie. Un peu, si vous voulez, comme les Grecs qui se réunissaient pour les Jeux Olympiques, eux les Arabes se réunissaient pour la poésie, pour la beauté de la langue et pour rivaliser ensemble. Donc la littérature arabe, qu'elle soit pré-islamique, avec la poésie pré-islamique, qu'elle soit justement religieuse, qu'elle soit moderne, avec le courant qu'on appelle An-Nahda, par exemple, est une littérature extrêmement riche. Ça peut être également une source de motivation, avoir accès à tous ces textes. Une autre motivation possible, par exemple le tourisme. Avec un minimum de compréhension de la langue arabe, quand on se rend dans un pays pour du tourisme, comme les pays du Maghreb ou même le Moyen-Orient, on a une vision différente des choses et les gens ont une vision différente de nous. Grâce à la langue, on arrive à un peu enlever une barrière qu'il y a entre le touriste et les habitants du pays qu'on visite. Pourquoi cette série de cours? Bien, dans mon entourage, et on est nombreux à être passés par là, je me suis aperçu que on avait finalement peu de structure pour apprendre l'arabe. Il y a bien sûr les cours dans les mosquées, avec des gens qui font quand même pas mal d'efforts, mais c'est pas toujours adapté. On se retrouve dans des classes avec des niveaux souvent hétérogènes, on n'avance pas, on se retrouve avec des gens qui avancent moins vite que nous, d'autres qui avancent plus vite que nous. Bon, c'est un peu compliqué. On a, par exemple, ceux qui ont fréquenté ce qu'on appelle l'école arabe pendant leur jeunesse, qui ont passé peut-être 4-5 ans dans l'école arabe, finalement, le résultat est pas énorme. Bien sûr, il y a un travail, on a appris certaines choses, mais je pense qu'il y a moyen d'optimiser vraiment son travail. Il y a d'autres structures, comme tout ce qui est cours par correspondance. Là, on va avoir plutôt des problèmes de motivation. C'est difficile de rester motivé tout seul dans son coin. Donc ça, c'est l'intérêt de la vidéo. La vidéo, on peut la reprendre, la réécouter, on avance à son rythme, on peut prendre des notes.
Donc je pense que c'est une méthode intéressante qui peut permettre d'évoluer assez rapidement. Et ça, c'est une source de motivation. Avec les progrès qu'on fait, on voit rapidement qu'on commence à comprendre des mots, on est motivé, on a envie de persévérer. Et enfin, c'est une préparation. Moi-même, je suis allé par exemple en Égypte, au début de mes études arabes. Il y a beaucoup de gens dans les mosquées qui partent en Égypte pour apprendre l'arabe. Je trouve ça un peu dommage quand on est débutant de partir directement en Égypte, par exemple pour apprendre l'alphabet, pour apprendre le début. Tout ça, ça peut être fait en France. Ça donne un peu une première couche, et ça va permettre de préparer un voyage futur, et permettre qu'il soit le plus efficace possible. Si on connaît déjà un minimum de concepts de grammaire, un minimum de mots, on y va pour des choses quand même plus intéressantes. Bien, maintenant nous allons passer à notre premier cours à proprement parler, et nous allons commencer avec l'alphabet. Pour tous ceux qui l'ont déjà étudié, vous pouvez le revoir avec nous. Donc l'alphabet arabe, c'est la première difficulté que rencontre l'étudiant en arabe. Il est différent de l'alphabet français, il y a des lettres en plus, des lettres en moins. Il y a des choses qui sont un peu difficiles à prononcer, on va voir ça ensemble à présent. Je vous rappelle que quand vous suivez ce cours, à tout moment vous pouvez appuyer sur la barre espace pour mettre en pause, utiliser la flèche de gauche pour revenir en arrière et la flèche de droite pour aller vers l'avant. Bien, avant de voir la première lettre, il y a quelques petites précisions à apporter. Tout d'abord, tout le monde sait que l'arabe se lit de la droite vers la gauche. Par exemple, daraba al-waladul kura. Daraba al-waladul kura. On lit de la droite vers la gauche. Deuxième point, en arabe, il n'y a pas de majuscule. Par exemple, le prénom Ahmed. Ici, il n'y a pas de majuscule. Pas de différence entre les types d'écriture. Il n'y a pas ce qu'on appelle par exemple les majuscules d'imprimerie, les minuscules. Il n'y a qu'un type d'écriture. Pas de signe de ponctuation traditionnellement dans l'arabe. Vous verrez par exemple dans le Coran, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. Mais de plus en plus, on en utilise dans les livres et dans la presse. En arabe, les signes de ponctuation s'écrivent à l'envers. Je vous propose de commencer avec la première lettre de l'alphabet, qu'on appelle alif. Elle se trace comme ceci, une barre verticale. En arabe, suivant la position de la lettre dans le mot, on la trace de façon différente. On appelle ça la position initiale si elle est en début de mot, médiane si elle est au milieu du mot, finale si elle est à la fin du mot. Donc le alif par exemple en position initiale dans le mot ism, qui signifie non. On le trace comme un bâton. On note que le alif en position initiale ne s'attache pas avec ce qui vient derrière. Le alif ici s'écrit tout seul, isolé. En position médiane, il s'accroche avec ce qui est vers la droite et pas avec ce qui est vers la gauche. Ici on a le mot kitab, un livre. Kitab. Le alif s'accroche sur la droite mais s'accroche pas sur la gauche. Et enfin en finale, toujours il s'accroche sur la droite mais il s'accroche pas avec ce qui vient avec. Après, pardon. Al-asa, le bâton. Al-asa. Nous poursuivons. La lettre suivante. Al-ba. Attention à l'accent, on dit bien Al-ba. Surtout si après vous voulez par exemple étudier le tajwid, la lecture du Coran. Attention à la prononciation des lettres. Al-ba. On ne dit pas ba. Al-ba. Donc le ba se trace comme ceci. D'accord? Une espèce de petite barque avec un point dessous. Quand on la trace en position initiale, on trace que la partie droite et à la place du pic de gauche, on vient s'accrocher à la lettre qui suit. Par exemple, le mot bait, une maison. On trace le début de la lettre et ensuite on vient s'accrocher à la lettre suivante. En médiane, c'est pareil. On s'accroche à ce qu'il y a précédemment, on s'accroche à ce qu'il y a après, mais la lettre perd la queue de gauche. Kabir, on n'oublie surtout pas le point. Kabir qui signifie grand. En finale, pareil, elle s'accroche à droite, mais vu qu'il n'y a rien sur la gauche, la petite queue revient. Khashab, le bois. La lettre suivante. Et on va voir que l'arabe, son alphabet, est classé par ressemblance d'écriture. Donc la première, alif, est isolée. Ensuite, on a trois lettres. Al-ba, al-ta, al-tha. Ils s'écrivent pareil. Et ils ont les mêmes règles d'écriture, si ce n'est les points. Donc, on vient de le dire, le ta se dessine comme le ba, sauf qu'il n'y a que 2 points au-dessus. Donc, en initiale, il n'y a rien sur la droite, on fait la petite barre, mais vu qu'on va l'accrocher à gauche, il perd la petite queue. Par exemple, le mot toute, une mûre, le fruit, une mûre. On voit ici,
la lettre qui vient s'accrocher, qui lui fait perdre la petite queue de gauche. En médiane, pareil, elle s'accroche sur la droite, on garde la première queue, mais vu qu'elle s'accroche sur la gauche, on perd la petite queue de gauche. On n'oublie pas les deux points, et ici le mot est fatat, fatatun, une fillette, une fille. En finale, on garde toujours la queue de droite et celle de gauche, puisqu'il n'y a rien qui s'accroche sur la gauche. Exemple ici le mot dhahabtu, je suis allé. Et enfin le tha, qui a la même règle d'écriture que le ba et le ta. Atha, en initiale, la petite queue de droite, il va perdre celle de gauche puisqu'il s'accroche. Je vous propose le mot thaub, qui signifie un vêtement. N'oublie pas les 3 points au-dessus. En médiane, je vous propose le verbe nathara, qui signifie disperser quelque chose, disséminer quelque chose. Pareil, vu qu'il s'accroche avec quelque chose à gauche, on perd la petite queue de gauche, on conserve que celle de droite. Et enfin, en finale, thulth, un tiers, le tiers de quelque chose. Donc, on note que le ba, le ta et le tha s'écrivent de la même façon, sauf les points. Pour le ba, il est 1 point en dessous, le ta 2 points en dessus, et le tha 3 points en dessus. Ces points s'appellent les points diacritiques. C'est eux qui permettent de faire la différence entre ces 3 lettres. Attention aux règles d'écriture. Quand ils sont en initiale, on écrit que la petite queue de droite, on perd la queue de gauche puisqu'on vient s'accrocher à ce qui vient après. En médiane, pareil, on garde que la queue de droite et on perd celle de gauche parce qu'on vient s'accrocher à ce qui vient après. Mais on est accroché à ce qui vient avant. Et enfin, en finale, la lettre s'écrit comme si elle était isolée. On vient l'accrocher par la droite au début du mot. Vu qu'il n'y a rien qui vient sur la gauche, elle garde la petite queue de gauche. Donc, si on récapitule également en termes de prononciation, ba, c'est l'équivalent direct du B en français. Bait. Ta, c'est l'équivalent directement du T en français. Par contre, la lettre tha, comme dans thaub, n'existe pas en français. Donc je la répète, essayez de la répéter également. Tha, thaubun, thulth. N'hésitez pas à sortir un peu la langue entre les dents. Thulth. Je vous propose à présent de finir cette séance avec un petit exercice pour récapituler un peu les lettres qu'on a apprises. Donc je vais vous présenter les lettres. Je vous rappelle que vous pouvez mettre pause en appuyant sur la barre espace. À vous de prononcer son nom. Quelle est cette lettre? Celle-ci. Celle-ci. Quelle est enfin cette lettre? Deuxième exercice. Prenez un stylo, un crayon. Je vais vous dire le nom des lettres. À vous de les tracer. Al-ba. Alif. Atha. Atta. Bien. Nous avons terminé cette première séance. Essayez de retenir ces 4 lettres. Nous continuerons l'alphabet au cours de la séance prochaine.